Bonjour à tous et bienvenue dans Vivant, une série d'entretiens réalisés en partenariat avec l'Archipel du Vivant. Je suis François, environnementaliste polyvalent. J'ai 37 ans passés et je vais à la rencontre d'acteurs, de créateurs, d'innovateurs de terrain qui participent à la préservation du vivant où il se trouve. Des gens qui proposent des réalisations concrètes, de nouveaux modèles de production, d'organisation en société, des gens qui montent des projets, des collectifs, des associations, des entreprises et qui cherchent à en faire parler. Des gens qui œuvrent au lieu de contempler la destruction du vivant. Plutôt que de se faire les témoins, les complices des possibles effondrements en cours dont les collapsologues nous parlent, ne devrions-nous pas plutôt chercher à encourager, proposer, voire créer des alternatives ? C'est avec cette série d'entretiens que nous allons tenter d'y répondre. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, dans Vivant, nous allons à la rencontre d'un permaculteur. Il s'appelle Jules Schnur, il a 32 ans, et après avoir un peu voyagé, il est revenu s'installer sur sa commune natale, la commune de Wangen, en Alsace. Bon, salut Jules, on va commencer par peut-être te présenter aux auditeurs. Ouais, ben c'est parti. Alors moi c'est Jules, j'ai 32 ans, je vis dans la commune de Vagnen. Et voilà, donc mon parcours c'est un parcours plutôt classique, hein. J'ai étudié à Strasbourg, j'ai étudié la biologie, puis un master en pharmacologie. Et voilà, donc après ce master, après ces études-là, j'ai décidé de changer un peu de ma façon de vivre, de ma façon de voir les choses. Et puis, du coup, j'ai commencé à voyager. Voilà, donc c'est le début. Et donc tu as voyagé suite à quoi? Une prise de conscience C'est ça, prise de conscience assez générale, en fait. C'est-à-dire que déjà, au cours de mes études, en fait, j'avais déjà un petit penchant pour tout ce qui est protection de l'environnement et développement d'alternatives, on va dire, à notre mode de vie. Mais c'est vrai qu'en fait, dans mes études, j'étais assez, comment dire, j'ai quand même suivi beaucoup, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'amis qui avaient fait qui avaient pris cette direction-là d'études et qui le faisaient surtout pour, voilà, pour avoir un confort de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la pharmacologie, on sait très bien qu'on va, plus souvent, on va travailler pour des grosses boîtes pharmaceutiques. Hmm. Donc c'était surtout, comment dire, c'était une, ouais, c'était voilà, j'ai un peu suivi l'idée, quoi, mais ça me correspondait pas. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai décidé en fait de faire autre chose et d'aller voir ailleurs un peu ce qui existe et surtout m'ouvrir, quoi. Donc en fait, je me souviens avoir décidé de vouloir voyager le plus loin possible et surtout découvrir une autre langue parce que je parlais pas un mot d'anglais. Et donc voilà, donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande, quoi. Donc je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant plus d'un an, 1 an et 3 mois exactement. C'était pas ce qui était prévu au départ. Au départ, j'avais prévu de partir moins longtemps, mais c'était mes expériences sur place là-bas qui ont fait que je suis resté un peu plus longtemps, quoi. Et donc t'es parti faire du woofing. Ouais, alors là-bas, comme dit, tout d'abord, c'était d'abord découvrir une nouvelle culture, découvrir un nouveau pays et me découvrir aussi moi-même, finalement. Et du coup, en fait, j'ai acheté un van là-bas et puis j'ai fait un peu le tour des deux îles pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, en fait, lorsque j'ai voyagé, j'ai découvert le woofing. Je connaissais pas du tout et en fait, c'est un super échange, quoi. C'est comme ça un peu que je me suis découvert aussi un peu.
parce que je sais pas si je dois détailler un peu ce que c'est le Ah, mais woofing. complètement, vas-y, ouais, tu peux Ouais, détailler. bah du coup, Il y a des gens qui savent pas ce que c'est. ouais, bah, je comprends tout à fait, hein, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, surtout woofing, c'est un mot anglais, donc voilà, c'est pas. Bon, en fait, c'est simple, hein, c'est un échange entre particuliers et voyageurs, c'est-à-dire que c'est souvent des fermes, c'est souvent ça peut être aussi des familles, et en fait, l'idée c'est d'échanger c'est-à-dire que la famille ou la ferme propose le logement le logement et puis la nourriture contre en fait quelques heures de travail en fait pour le voyageur quoi. Donc en fait c'était souvent 4 à 5 heures par jour, 5 jours par semaine et ça pouvait être n'importe quoi en fait. Il existe maintenant des plateformes sur internet où on peut trouver ça. Bon, on a je crois que c'est woof.com ou un truc comme ça ou .net ou alors d'autres. Et comme dit, ça peut être dans les fermes, donc aider les fermiers, aider des maraîchers bio, mais ça peut être aussi des particuliers qui ont des petits jardins ou qui ont des animaux et qui ont besoin d'aide, quoi, de coups de main. Donc moi, en fait, quand j'ai voyagé avec le van, on s'arrêtait en fait à différents lieux, et puis on s'arrêtait dans ces fermes-là pour les aider, quoi. Et comme dit, moi, ça m'a beaucoup aidé à voir autre chose parce qu'avant, j'avais jamais mis les mains dans la terre ou même avec des animaux ou autre. Donc je fais, punaise, en fait, il existe d'autres façons de vivre, il existe d'autres façons de faire. Et voilà. Donc, C'était en quelle année ça alors ça, c'était en 2015. 2015, ok. 2015, ouais. Et je suis rentré, du coup, après en France, c'était en 2016, quoi. Ok. Et ouais, donc ça, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et comme je disais, donc je suis resté 1 an et 3 mois là-bas. Du coup, après, pendant le reste du temps, en fait, j'ai travaillé à Auckland. J'avais un petit boulot dans la restauration, quoi. J'étais serveur dans un restaurant français, justement. Ok. Bah, je parlais pas encore bien la langue, donc ça m'a un peu aidé. Mais pareil aussi, ouverture d'esprit, un autre boulot, d'autres gens. Et puis j'ai vécu dans une auberge de jeunesse pendant 6 mois, quoi. Ça aussi, ça a aidé aussi. Ok. Voilà. Ouais, t'as croisé des backpackers, des voyageurs. Ouais, voilà, c'est Ouais. un peu ça, quoi. Beaucoup de gens qui faisaient du woofing aussi, j'imagine. Ouais, bah c'est ça. Et surtout échanger dans une autre langue, avec d'autres personnes qui ont aussi voyagé. Du coup, ça m'a ouvert l'esprit, quoi. Et voilà. Donc ça, c'était pour Pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, cette première expérience en Nouvelle-Zélande, c'est marrant, ça me fait penser à un copain à moi qui est parti, il a fait la même chose que toi. Il s'est acheté un van, il a fait les 2 îles, il a découvert le woofing comme ça, pareil en Nouvelle-Zélande. Donc c'est marrant, un parcours très similaire. Et c'est pareil pour lui, c'est la découverte du travail de la terre, s'occuper des animaux, se rendre compte que en donnant un certain nombre d'heures par jour à un projet, en échange on te forme aussi. C'est pas seulement on te nourrit, on te loge, on te forme. C'est qu'il a appris des techniques de séchage, de taille d'arbres fruitiers, enfin toutes sortes de trucs. Pour les moutons aussi, je sais plus trop ce qu'ils avaient fait avec les moutons, mais je sais pas si c'est la tonte ou mais oui. Ouais, ça existe. Ouais. Voilà, il a appris 2-3 trucs avec les moutons. Et donc c'est marrant parce que c'est une expérience qui est peut-être partagée par beaucoup de gens qui ont voyagé dans ces coins-là, mais en tout cas l'approche woofing, c'est intéressant de rentrer dans le travail de la terre et le vivant, parce que ça concerne l'agriculture, c'est quand même du vivant. On travaille sur le sol est vivant, les plantes c'est vivant, les animaux c'est vivant. Exactement. Donc arriver par le voyage, vouloir s'ouvrir et se redécouvrir soi-même et découvrir le vivant, c'est super c'est super intéressant comme approche. Est-ce que tu as vu d'autres pays, est-ce que tu as fait du woofing dans d'autres pays à part Nouvelle-Zélande? Ouais, bien sûr, mais en fait pour continuer un peu l'histoire, du coup après la Nouvelle-Zélande, je suis rentré en France et la première chose que je voulais faire en fait finalement, c'est de repartir voyager. Ce qu'il y a, c'est que la Nouvelle-Zélande, ça m'a beaucoup ouvert et je trouvais que c'était pas assez long finalement, même il y a 1 an, plus d'1 an, ça c'était peut-être pas assez long pour moi. Et du coup, j'ai décidé en fait de retourner en Nouvelle-Zélande une fois que j'étais retourné en France. C'est un peu bizarre, mais finalement d'une autre façon. Parce que quand j'étais à la Nouvelle-Zélande, j'ai pris l'avion comme tout le monde. Et lorsque j'ai voulu repartir là-bas, j'ai décidé d'utiliser un autre moyen de locomotion, quoi, qui était justement plus écolo. Et en fait, j'avais décidé de le faire à vélo, quoi. Donc j'ai préparé mon voyage et j'ai acheté mon vélo, je l'ai monté et j'ai préparé les sacoches et puis j'ai tout préparé pour
pour partir de nouveau en Nouvelle-Zélande en traversant le monde, quoi. Voilà, donc ça c'était le projet. Et en fait, donc ça j'ai commencé, c'était en 2017. En 2017, je suis parti. Et donc je suis parti d'ici, hein, d'Alsace, de Wangen. Et puis j'ai traversé tout un nombre de pays différents en fait en Europe. Et j'ai surtout suivi la côte en fait méditerranéenne. Et donc pareil, du coup, pendant ces voyages-là, ben, j'ai fait du woofing, quoi. Et ça, c'était super parce que j'ai pu rencontrer les locaux. Et comme c'était des pays en plus à chaque fois différents avec une autre langue, une autre culture, super, quoi. Donc des gros échanges, des échanges vraiment magnifiques et d'autres façons de voir la vie. Et voilà, donc ça, j'ai pas arrêté et j'ai fait ça jusqu'en Turquie. Donc je suis arrivé jusqu'en Turquie. Et je vais revenir un peu avant. Je me suis arrêté en fait en Grèce, où j'ai passé plus de 6 mois sur une île en Grèce. Et c'est ça c'est sur cette île en Grèce, et c'est là où ça m'a un peu chamboulé, parce que une fois avoir passé ce temps sur cette île, j'avais plus envie de voyager justement. C'est quelle île? Quelle île en Grèce? C'est Samothrace. D'accord, ça me dit rien, mais Samothrace? Samothrace, ouais. Samothrace. C'est entre la Grèce et la Turquie. C'est la dernière île. Tout à l'est alors? Tout à l'est, ouais. Ok, j'irai voir, ouais. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est une île qui est encore préservée. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de trop de tourisme, etc. Il y a un bateau qui fait l'aller-retour. Et donc, en fait, c'est ça qui m'avait attiré. Et là-bas, en fait, j'ai fait du woofing dans une communauté qui vivait dans des yurts. Et eux, en fait, ils venaient d'arriver et ils avaient besoin de personnes pour développer le projet. Et en fait, quand je suis arrivé, donc j'avais déjà un peu d'expérience en woofing. Je savais déjà un peu ce qu'était la permaculture, j'avais déjà un peu travaillé dans les jardins. Et justement, dans cette communauté-là, ils n'avaient pas encore de potager. Et donc, ils cherchaient une personne qui pouvait prendre en charge le développement d'un potager. Et donc, en fait, j'ai été un peu le jardinier de la communauté. Donc, c'était assez sympa. Okay. Et en fait, c'était une communauté qui accueillait des fois jusqu'à 20 woofers. Donc, c'était vraiment assez conséquent. Et moi, en fait, j'avais en charge 4 à 5 woofers à qui on pouvait en fait développer le potager, quoi. Et c'est super. Hein. Ah ouais, pour moi, c'était l'une des meilleures expériences parce que du coup, j'avais carte blanche, hein, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et du coup, j'ai pu essayer plein de différentes techniques que j'avais déjà appris ou lu dans des bouquins ou appris auparavant dans d'autres woofings, quoi. Et en fait, je suis resté 6 mois parce que j'ai pu développer du coup toute la saison. Ben ouais, donc 6 mois, quelle période alors? Et ben en fait, c'était au tout début, du coup, c'était début de saison, je crois que c'était à partir d'avril. Avril, ouais. Je suis arrivé et après, jusqu'à octobre. Ouais, jusqu'à octobre. Ouais. Ok. Donc, j'ai vu toute la saison. Donc, mais alors, est-ce que la saison en Grèce, c'est la même que chez nous, ici en Alsace ou... Pas tout à fait, hein. Pas tellement, ouais. Encore que ça pourrait ressembler parce que maintenant que ça change un peu au niveau du climat, là-bas, comme on peut penser comme ça en Grèce, il faisait très chaud, très sec. Bon, c'était un peu particulier parce que c'était sur une île, donc on avait quand même du vent et il faisait jamais trop chaud non plus. Ça dépassait jamais les 30 degrés, je dirais, 30, 32, grâce au climat particulier qui est sur l'île, quoi. Mais ouais, super expérience. Et c'est une fois qu'il a fallu quitter l'île, qu'il fallait reprendre le vélo pour aller jusqu'en Turquie, après aller en Asie, etc. Et en fait, c'est en quittant l'île que je me suis rendu compte que j'avais plus envie de voyager, quoi. Je pense que le fait d'être resté 6 mois et avoir un projet qui avait du sens pour moi, où j'avais une certaine responsabilité, etc. En fait, ça m'a... Et que t'as vu avancer. Ouais, que j'ai vu un développement. Et du coup, je me disais, en fait, on peut voir les choses se développer sans avoir à bouger soi-même. C'est-à-dire, en restant sur place, on voit la nature se développer, on voit les différents cycles de vie, etc. Et donc, c'est ça qui m'a fait un peu prendre conscience de ça. Et du coup, je me suis aussi dit, entre parenthèses, un peu que finalement, voyager, j'étais plutôt du côté consumériste, c'est-à-dire que je devais encore aller dans le supermarché pour pouvoir acheter mes légumes, etc. Alors que là, j'étais sur place, je produisais mes propres légumes, et du coup, c'était tout confort, quoi. Des légumes frais, des légumes qui sont vivants et qui, voilà. Donc, ça m'a permis de penser autrement. Et du coup, j'avais en idée de plus voyager, mais justement de me développer sur un lieu donné, quoi.
D'accord. Donc typiquement, si tu étais en Grèce sur une île, tu as produit des tomates, des concombres, des courgettes, des Ah ouais. poivrons, des oignons, Ah ouais, bah tout ce qu'on peut tout ce qu'on déjà, peut trouver ce qu'on dans... peut trouver ici, et plus Ouais. des choses que, voilà, des variétés, de légumes qu'on n'avait pas forcément ici en France, quoi. Mais Mais comme là-bas, quoi, par exemple? bah en fait, ils avaient un truc qui était sympa, c'était un melon, mais qui avait le goût d'un concombre. J'avais jamais vu Ah, ok. ça. Ouais. Donc l'aspect d'un melon, mais avec le goût de concombre. Et puis je dis, mais c'est quoi ça? C'est un melon? On dit, non, non, ben goûte et tu vas voir. Et en fait, ça avait un goût de concombre. Donc c'est assez bizarre. Mais et c'était une variété qui était de Turquie, je crois, et qui pousse très bien du coup en Grèce. Mais voilà, donc c'était assez marrant, quoi. Ok. La suite pour toi, dis-moi. J'avais coupé l'audio, vas-y, reprends. Ouais. Non, mais du coup, une fois que j'ai passé ce temps-là sur cette île et que j'ai pris cette conscience de vouloir me reposer, du coup, j'ai décidé de retourner en France. Euh, du coup, avec le vélo, avec ma compagne, on est reparti à vélo et on a refait tout le voyage inverse, sans passer par le même chemin, bien sûr, et on a retraversé l'Europe, toujours en faisant du woofing, en rencontrant des personnes. Et l'idée, c'était de trouver un terrain, un lieu pour pouvoir s'installer. Voilà, ça c'était l'objectif Mhm. à ce moment-là. Bon, comme dit, aujourd'hui, je suis toujours pas installé, j'ai toujours pas mon terrain, mais c'était l'objectif. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Donc Bah, voilà. le cahier des charges, c'était de te trouver un terrain et un lieu en France où tu puisses t'installer avec ta chérie et faire ton projet de vie, quoi. C'est te fixer quasiment. Voilà, c'était déjà un projet d'autonomie en fait. Ouais. C'était Donc c'est ça. l'autonomie c'était l'objectif, j'avais ça en tête. Et en fait, je me rendais vraiment compte que c'était possible parce que j'ai rencontré des gens lors de mes voyages qui vivaient déjà plus ou moins en autonomie. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est totalement possible. J'ai peut-être pas encore totalement l'expérience, mais je pense il y a moyen de faire quelque chose. Et, euh, et voilà, donc c'était le projet, quoi. Et donc en fonction, comme tu as étudié la biologie, tu as voyagé, je pense que la géographie, la biogéographie, ça te parle. Mhm. Euh, En fonction du secteur où tu te trouves, j'imagine que tu consacrerais pas les mêmes surfaces aux mêmes choses. Tu t'adapterais en fait en fonction des terrains, des expositions, des sols, la végétation alentour. Ouais. Donc, en fait, tu partirais d'une feuille blanche. Toi, idéalement, il faudrait que le lieu, la vallée, le coin te plaise. Hein, c'est un peu ça. Hein, t'as un petit coup de cœur. Hein. Ouais, c'est plutôt ça, c'est comme ça que je Ouais. vois ça. C'est quand j'ai voyagé, j'avais vu aussi beaucoup de reliefs différents, j'ai vu beaucoup de choses différentes et je sentais des endroits où j'avais plus ou moins une attirance déjà importante. Et en fait, pour un projet d'autonomie, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément le faire partout. Ou alors on peut le faire partout, mais du coup il y a plus de difficultés ou moins, et ça s'évalue au départ. Mais comme dit, pour moi, je pense que ce sera plutôt un coup de cœur, comme tu dis, un coup de cœur à un lieu qui me plaît, et après s'adapter au lieu, quoi. Voilà. Ok. Et donc, bah, pour rebondir sur cette histoire d'autonomie, d'après ton expérience maintenant, puisque on va dire que on va revenir hein, sur ce que tu as fait entre temps, quelle quantité de travail pour toi ça représente l'autonomie alimentaire juste pour toi ou imaginons toi et ta femme et deux enfants, donc toi ou quatre personnes. En fait, on peut très bien diviser. Donc c'est toi, soit deux, soit quatre personnes. Quelle quantité de travail par jour ou par semaine tu dois consacrer à l'autonomie d'après ton expérience pour l'instant, qui est ce qu'elle est, quoi. On parle que d'autonomie alimentaire. Ouais, c'est ça, en légumes. Imaginons, bah, t'es vegan, Mm. toi t'es vegan, hein, c'est ça? Ouais. Enfin, quasi vegan. Ouais, bah, Tu manges, non, tu es végé aussi, enfin, tu peux manger du fromage, ouais, voilà. voilà, c'est ça. T'es flexi sur le, Je me ferme pas, en fait. ouais, t'as raison. Voilà. Mais pour te dire, après, l'autonomie, c'est assez large parce qu'en fait, on peut être autonome à 100%, on peut être autonome à 50%. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc, Ouais, en ouais. fait, Faut voir l'objectif qu'on se fixe. c'est ça l'objectif. Voilà. Ouais. Et en fait, moi, je n'ai jamais été autonome à 100%. Ouais. Donc voilà. Donc, je pourrais pas te donner, voilà, un temps exactement donné par semaine ou par mois pour être autonome à 100% puisque j'ai jamais été. Ouais. Après, c'est l'objectif. Ça reste l'objectif Final. final. Ouais. Donc, et que moi, en fait, j'ai toujours été encore dans l'apprentissage. Hein. On l'est toujours. De toute façon, on est toujours dans l'apprentissage. Donc, en fait, notre projet, en fait, il se développe. Donc, en fait, c'est difficile de répondre à ta question, je pense, tu vois, directement comme ça. Après, pour te dire, quand tu commences et que tu débutes, c'est énormément de temps.
On s'en rend pas compte, en fait, mais c'est énormément de temps sur le terrain, aussi de mettre le nez dans les bouquins, d'apprendre des choses, etc., de rencontrer d'autres personnes. Donc en fait, ça c'est du temps qu'on compte pas forcément, mais qui va jouer dans le projet d'autonomie, quoi. Ouais, ça c'est clair. Bah, imaginons, si t'arrivais à donner un chiffre, si le fruit de ton travail actuellement te nourrit à hauteur de quoi? 30%, 50%? Alors, il pourrait me nourrir à 100%. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que mes choix de vie, c'est-à-dire mon alimentation, comme aujourd'hui, je peux encore me permettre d'aller acheter chez un commerçant local un truc que je ne produis pas, c'est-à-dire du fromage ou autre, et ben je le fais. Mais si du jour au lendemain, en fait, je sais pas, tout s'effondrait, que j'avais juste mon petit potager ou juste mon petit jardin pour vivre, j'y arrive à 100%, quoi. Ok. Ouais, donc et donc quelle surface actuellement est consacrée à cette autonomie imaginons juste pour toi, là, si toi tu... Alors si c'est juste pour moi, en mètres carrés ou en ars ou en hectares, alors c'est assez délicat. Donc une personne végane, on va dire, c'est ça? Ouais. Parce que voilà. Ouais, on va faire simple. On va faire simple. Ouais. Que... Ok. Ouais, donc une personne végane, finalement c'est pas très conséquent. C'est pas ça peut aller du 400 mètres carrés jusqu'à un peu plus 600 mètres carrés pour 2 personnes. Ok. Donc c'est pas très grand. On s'imagine souvent qu'on a besoin de beaucoup d'espace ou autre, mais sur des petits espaces, on peut faire beaucoup. Surtout quand nos besoins sont pas très importants aussi, quoi. Voilà. Donc après, il y a l'approche, celle qui est assez connue, c'est celle du Bec et Loin, la ferme du Bec et Loin en Normandie. Tu t'en as sans doute entendu parler. Eux, ils travaillent sur les différentes hauteurs, donc ils essayent de se servir de l'existant, des arbres, des haies, donc ils produisent en 3D. C'est aussi ce qu'on prône dans l'agroforesterie, pardon, et par exemple les jardins forêts, ce genre de trucs. Donc t'as besoin de moins de surface parce que tu te sers des hauteurs, mais ici tu te sers très peu t'as pas trop de surface boisée, t'es plutôt sur des anciennes prairies ou des vergers. Et donc là, t'es beaucoup sur de la 2D, de la semi 3D. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on essaie comment dire, designer en fait le lieu. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une surface assez plane, comme tu dis. Hein. C'est souvent des prairies. Mais on essaie de donner de nouveau du volume. Et c'est pour ça qu'on plante beaucoup d'arbres. On plante beaucoup de plantes pérennes, de vivaces, qui vont amener du volume, quoi. Donc on est sur des petits fruits, on est sur des arbres. Mais en fait, avant de parler de tout ça, en fait, moi, il y a un truc dont j'ai pas parlé aussi, c'est que tous ces projets-là, en fait, je me suis inspiré beaucoup de la permaculture, en fait. On n'a pas parlé encore beaucoup, mais la permaculture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et sur lequel je m'inspire encore beaucoup et je me base, en fait, et pratiquement tout ce que je fais est basé sur la permaculture, quoi. Donc, voilà. Qui sont tes personnalités de référence alors c'est assez classique maintenant pour ceux qui connaissent un peu le milieu de la permaculture, mais par exemple Damien de Cars qui a fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Bien sûr. Ouais. Pour moi, ça a été un des référents, ça a été un des premiers parce que je l'ai suivi depuis vraiment le début. Maintenant, il est très très connu, mais moi, j'étais peut-être un des premiers milliers de followers, voilà, c'est ça qu'il faudrait dire au départ. Et du coup, moi, j'ai vraiment suivi ce qui prônait parce que pour moi, ça avait tellement de sens. Et du coup, tout ce que je faisais même quand je voyageais, eh ben, en fait, je regardais ses vidéos et puis je m'en inspirais. Voilà, donc c'est surtout lui. Ok. Et t'as acheté ces bouquins aussi ou... Ouais. J'essaie de le soutenir le plus possible, donc j'achète ses bouquins, j'en parle, etc. Après, il y a aussi les deux, comment dire, ceux qui ont parlé de la permaculture en premier lieu, hein, qui ont développé ça, les 2 Australiens. Et donc, en fait, j'ai lu leurs bouquins aussi. Il y a aussi Fukuoka, qui est en fait qui était un agriculteur ou un petit paysan japonais des années, je crois que c'est 70 ou 60, je sais plus, et qui lui a beaucoup développé on pourrait dire la permaculture, mais à l'époque ça avait pas ce nom-là, c'était plutôt l'agriculture du non-agir, justement d'observer un peu les biotopes, les plantes, les systèmes, comment ils évoluent de façon d'eux-mêmes, et en fait essayer de créer une agriculture à partir de ça.
Donc c'était beaucoup d'observation au lieu d'action, quoi. Et ça m'a beaucoup inspiré dans ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ok. Et donc actuellement, tu t'occupes de combien de terrains? Alors en fait, je vais revenir un peu en arrière, c'est-à-dire Ouais, que tant mieux. désolé, hein, c'est pour juste finir l'histoire. Quand je suis retourné en France ici, donc après le voyage en Europe à vélo, du coup, quand je suis retourné en France, en fait, j'avais décidé de ma mère en fait avait un petit terrain et j'avais décidé de m'en occuper un petit peu entre deux projets avant de trouver mon terrain. Et du coup, j'ai commencé à voilà faire un petit potager en permaculture sur ce terrain-là. Et finalement, en étant dans ce petit carré potager, et ben, je voyais qu'autour de moi, tous les gens, ils commençaient en fait il y avait plus d'arbres, tout le monde tondait assez, il y avait plus de biodiversité autour de moi. Et en fait, j'avais créé une petite oasis de biodiversité dans ce petit terrain. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement dommage de rester comme ça dans mon coin, entre ces petits mètres carrés, et créer, ok, une oasis, c'est beau, c'est joli, etc. Mais en fait, il faudrait que ça se développe plus. Mhm. Par chance, mon voisin à côté était aussi très intéressé par la permaculture et du coup, il a commencé, lui, il avait un plus grand terrain, il a commencé à faire ça aussi. Et du coup, ça fait 2 ans qu'il développe la permaculture sur son terrain et en fait, on voit que ça a fait des petits, même dans le village, on voit que les gens ils commencent à pailler, ils commencent à couvrir leur sol. Bon, il y a aussi le fait que la permaculture soit devenue un peu tendance, on en parle à la télé, on en parle dans les médias, etc. Mhm. Donc les gens ils commencent à avoir une prise de conscience. Mais je pense que ça a aussi aidé le fait que quelqu'un démarre dans le village des petits jardins dans ce sens-là. Et aussi, du coup, pour développer tout ça, je suis allé voir le maire du village et je lui ai demandé s'il existait déjà en fait un collectif ou une association qui développait soit des jardins partagés, soit une protection de l'environnement. Enfin voilà. Et donc le maire me dit non, il n'existe pas, mais vas-y, moi je te soutiens, c'est super comme projet, voilà. Et donc du coup, en fait, suite à ça, en fait, j'ai créé un collectif. Donc j'ai créé un collectif qui s'appelle Permavangen. Où, en fait, on développe la protection, restauration de la biodiversité locale. Donc ça, c'est assez large, mais en fait, pour l'instant, ce que nous, on a fait, notre première action, c'était créer des jardins partagés en permaculture. Parce que ça fédère, les gens en général, ils savent de quoi on parle quand on parle de potager, etc. Et du coup, c'est ce qu'on a commencé à faire en premier lieu. Donc pas trop d'essences exotiques, des essences locales, ce qu'on trouve ici traditionnellement. Donc on est situé en Piémont des Vosges. On est sur un secteur assez viticole avec des restes de forêt sur les sommets des collines. Les sols ils sont plutôt gréseux. Sur d'autres collines c'est calcaire, mais là on est plutôt sur des sols gréseux. Ouais, voire argileux. Voire argileux, ouais. Quand on est en fond, Ouais. là, c'est même des fois très argileux, très profond les sols. Ouais. Ça dépend. Ici, Vangen, c'est un peu spécial à ce niveau-là. C'est on passe 100 mètres et tout de suite, on a une autre nature de sol. Donc c'est vrai que voilà. Ouais. Ouais, du coup, c'était ce qu'on a développé pour l'instant. Je sais Donc pas. le collectif, Mm. donc d'autres personnes ont rejoint ce collectif, hein, j'imagine. Donc ils avaient peut-être leurs propres expérimentations, leurs propres jardins. Et donc toi, je pense que tu t'es enrichi de leur retour d'expérience et eux se sont enrichis des tiens. Et donc le collectif a grandi au fur et à mesure. Bon, maintenant ça fait quoi, 3 ans, 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi, Mm. bientôt 3 ans. Mm. Et donc la commune aussi t'as prêté des terrains, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je voulais en venir justement. En fait, c'était que une fois que le collectif était lancé, donc on était une dizaine d'adhérents, on va dire, de membres. Donc c'est pas une association, hein, c'est pas quelque chose de très officiel. C'est juste un groupe de personnes qui soutiennent une même cause et qui va aller dans la même direction. Et du coup, en fait, la mairie nous a prêté en fait des terrains. Donc on a 3 terrains communaux Mhm. sur lesquels en fait on peut un peu faire entre guillemets pas ce qu'on veut mais développer nos projets, c'est-à-dire que la commune n'était pas fermée à on voulait planter des arbres, on a planté des arbres, on voulait faire des potagers, on a fait des potagers, voilà, donc c'était assez ouvert. Et aujourd'hui on a une quinzaine de membres, on va dire, et on va dire une dizaine d'actifs. Et en fait l'idée c'est que tous les samedis matin on se retrouve pour les personnes qui sont disponibles. Donc ça va c'est un peu tout, hein, pour les personnes, ça va des personnes qui sont déjà à la retraite, des retraités, à des personnes plus jeunes qui ont la vingtaine, trentaine. Donc c'est un peu de tout. Et donc l'idée, voilà, c'était de développer des jardins partagés. Et donc c'est tout ce qu'on a fait au départ. On a développé les potagers.
Et voilà. Et donc les produits de ces terrains communaux sont valorisés comment après derrière? Alors ouais, donc nous pour l'instant, l'idée des potagers, je parle de potagers, mais il faudrait plutôt dire des jardins de biodiversité, parce qu'en fait nous ce qu'on essaie de développer plutôt, c'était une approche plutôt pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait les gens du collectif, au départ, ils savaient pas forcément tous ce que c'était que la permaculture, ce que ça prônait, voilà. Et du coup en fait, l'idée c'était déjà de créer un lieu où on peut voir différentes choses. Donc, développer des légumes, ça, aucun problème, ça, c'est ce qu'on a Donc tu fait. disais développer des légumes, Ouais, donc développer des légumes, enfin produire des légumes quoi. ouais, enfin, voilà, produire des légumes, planter des arbres également. Et en fait, et aussi avoir toute une approche, c'est-à-dire où les gens du collectif qui viennent puissent apprendre de nouvelles techniques aussi. C'est-à-dire qu'on va faire des greffes, on a aussi faire nos semis, nos propres semences également. Voilà, on a aussi fait des cultures de champignons. Donc beaucoup de choses différentes sur lesquelles en fait des gens peuvent avoir voilà une autre approche avec le vivant et voir qu'en fait on peut vraiment euh, travailler ensemble avec le vivant plutôt que à chaque fois essayer de prendre le dessus et voilà. Ou de lutter contre, ouais. Ouais, ouais, voilà, lutter contre ou autre. Donc c'était pour tout ce qui est problème aussi de ravageurs ou autre. Donc en fait, il y a toute une approche où en fait on va plutôt essayer d'observer, de comprendre comment ça fonctionne, comment nos jardins, nos potagers ils fonctionnent d'eux-mêmes, et ensuite après réfléchir à comment on peut le développer de façon à ce qu'on impacte le moins possible notre environnement, quoi, ou la nature. Ok. Est-ce que est-ce que ce serait pertinent d'imaginer avec ta vision des choses, ta perception, quelle portion de nos productions potagères, de nos vergers, on devrait laisser aux vivants euh, en étant raisonnable, c'est-à-dire se dire je vais chercher à surproduire pour laisser assez aux animaux, aux oiseaux, aux animaux du sol, aux mammifères. Est-ce que t'as une petite idée, toi, de quelle Ouais. portion on laisse aux vivants? C'est intéressant comme question parce que c'est quelque chose dont on n'y pense pas forcément. Et souvent, moi, je rencontre beaucoup de personnes, des paysans du coin qui ont des vergers et qui me disent souvent, ouais, il faut que je taille mes arbres en haut parce que en fait, j'arriverai jamais à atteindre mes fruits, etc. Il prend trop d'ampleur. Et donc, c'est vrai que on pense pas forcément, mais les fruits qui sont à la cime de l'arbre ou tout en haut de l'arbre, ils pourraient être utiles pour nos oiseaux ou d'autres mammifères, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'au niveau de la proportion, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il faut de toute façon, c'est un peu l'idée de la permaculture, hein, ce que prend la permaculture, c'est-à-dire essayer de produire plus ce dont on a besoin et que le surplus puisse être partagé. Et donc en fait, là, il va pas forcément être partagé avec des humains, mais il va être partagé avec du vivant. Ça va être avec des animaux, ça va être avec voilà. Donc quand des fruits tombent et pourrissent au sol, c'est pas forcément mauvais parce que finalement, ils vont nourrir d'autres animaux, quoi. Donc au niveau de la proportion, c'est difficile à dire, mais il faut toujours avoir une idée en tête que tout va être recyclé, tout va être digéré. Et donc en fait, c'est pas des déchets tout ça. Donc c'est comme les feuilles mortes. On voit souvent des personnes qui enlèvent les feuilles mortes sous les arbres. C'est un problème pour l'arbre parce que ou même pour la vie du sol parce que c'est de la nourriture qu'on enlève. Donc au sol où nos arbres s'appauvrissent. Voilà. Donc c'est Ouais, c'est une question qui est pas forcément traitée, alors je pense qu'elle est essentielle. Si on s'intéresse à aller au-delà de au-delà de notre propre espèce, nos propres besoins, il faut pas oublier qu'autour de nous, ce qui soutient notre capacité à vivre et à nous développer, c'est qu'il y a un monde vivant dans le sol, dans les airs, dans les buissons, etc. Et je pense que c'est important dans tout projet de permaculture, dans tout projet d'autonomie, c'est important de réfléchir à surproduire, non pas pour capitaliser ou faire des réserves, etc., ou pouvoir distribuer un surplus, même si ça peut être animé de bonnes intentions, c'est de surproduire pour nourrir le vivant. Parce que si à la base on s'intéresse à ces pratiques-là et à ces techniques-là,
c'est parce qu'on constate aussi qu'il y a un appauvrissement du vivant, une chute drastique dans la biodiversité courante, qui est observée par les ornithologues, par les spécialistes du sol, notamment le couple bourguignon qui sont très célèbres. Et donc je pense que c'est bien de replacer ça dans la philosophie de la permaculture. Ça fait partie de l'ADN de ce... Je te rejoins totalement parce que finalement il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que l'homme, il est interconnecté. Il vit en fait avec ces êtres vivants-là. Et du coup, en fait, on se rend compte que si on n'a plus ces êtres vivants présents autour de nous, on meurt finalement, on s'autodétruit. Donc finalement, les activités humaines aujourd'hui n'ont pas ça en tête et du coup ne se rendent pas compte que indirectement, lorsqu'on passe un coup de charrue ou dans le sol ou autre, on va détruire une multitude d'espèces vivantes et du coup qui vont avoir un effet peut-être indirect, mais qui vont avoir un effet sur nos modes de vie, sur les humains exactement, indirectement. Du coup, ça, au moment où on comprend ça, du coup, on essaye justement de prendre soin de notre environnement. Quand je dis environnement, c'est plutôt la nature en général, quoi. C'est-à-dire que finalement, tout est lié. Donc, si je commence en fait à couper des arbres ou si je commence à mettre des coups de charrue un peu à droite à gauche, je sais que indirectement, ça va impacter aussi mon mode de vie et ma qualité de vie. Donc, voilà. On est sur une région viticole, on est sur une commune viticole. Moi, j'ai travaillé dans la vigne, j'ai planté des vignes, je m'occupe de vignes. Je me rends compte de l'appauvrissement en fait en biodiversité courante, rien que dans les fleurs, dans même simplement de croiser des mammifères ou des oiseaux, ça devient quasiment impossible. Comment on peut sortir ou en tout cas transiter de ces espaces de monoculture et les articuler avec la philosophie qu'on aimerait défendre nous, toi, moi et d'autres, je pense qu'on est des milliers en France à s'intéresser à la permaculture. Comment on peut faire en sorte que nos idées pénètrent aussi les grandes monocultures Alors, pour moi, de ce que je sais, c'est qu'il existe déjà en fait des modes de culture à grande échelle qui fonctionnent avec le vivant. Ça existe aujourd'hui. Il y a des modèles qui existent, c'est des gens que ça fait plus de 15 ans qui font ça. Et ça fonctionne. Alors maintenant, l'idée, c'est plutôt de savoir comment faire en sorte de convaincre les gens qui ne pratiquent pas ces techniques-là aujourd'hui. Et souvent, on voit qu'il y a des blocages au niveau des lobbies ou autres. C'est souvent voilà, c'est là où ça bloque. C'est pas forcément les gens qui ne sont pas au courant ou autres aujourd'hui avec Internet ou autre. On a les informations, mais ce qui bloque, c'est autre part. Donc moi, je suis plutôt convaincu que aujourd'hui, les agriculteurs ou les paysans, ils peuvent avoir les connaissances, ils peuvent facilement les avoir, mais ils peuvent pas les mettre en pratique pour d'autres raisons. Ouais, parce qu'on est bloqué dans un système extractiviste et productiviste qui écarte ces raisons-là. Sur la commune, moi, j'ai croisé d'autres gens qui s'occupent de jardins qui sont pas forcément d'accord avec ton approche. Ils gardent une approche très traditionnelle. Enfin, on va mettre des guillemets sur traditionnel, avec un très fort travail du sol. Ça laboure profond, ça retourne tout là à l'automne. Je les ai vus. Les parcelles sont complètement. Ils ont passé la charrue, pour le dire. Quand j'essaye d'expliquer, parce qu'ils viennent voir mon jardin à moi, où justement il n'y a pas de travail de sol, où j'essaye de couvrir, je suis en train de préparer moi pour l'année prochaine. Ils me disent mais pourquoi t'as pas retourné ton champ, mais comment tu vas faire, etc. Je dis mais parce que justement je veux pas déranger la vie du sol. Et puis j'ai l'impression cette réponse les interloque, ils arrivent pas à rebondir là-dessus, quoi. Ce qu'il y a, c'est que je pense, si je peux rebondir sur ce que tu dis, ce que je pense, c'est soit ils n'ont pas la connaissance. Donc en fait, il y a un problème aussi là, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les gens qui font le plus de dégâts, c'est souvent aussi ceux qui n'ont pas forcément la connaissance. Ou alors, c'est aussi ceux qui sont bloqués dans des idées reçues ou des choses on a toujours fait comme ça. À l'époque, ça marchait comme ça. On va continuer à faire comme ça. Alors là, je vais développer, c'est-à-dire qu'en fait, l'agriculture, la charrue, retourner la terre, etc., ça fonctionne. Ça fonctionne très bien à court terme. C'est des techniques qui sont très efficaces.
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des conséquences sur le long terme. Ouais, c'est Et ça. sur le long terme, c'est à bannir, quoi. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, nous, toi et moi, qui nous faisons nos petits potagers, nos jardins, on a compris qu'en fait, on n'est plus à penser au court terme, à se dire, ben moi, je veux mes légumes cette année et je veux que ça fonctionne ou autre. En fait, j'aimerais que mes légumes ou autre, je veux que ça fonctionne, mais chaque année aussi bien, voire mieux. Et donc là, en fait, on va réfléchir à plus loin, comment un sol fonctionne, quelles sont les interactions entre un sol et une plante, etc. Donc ça, c'est très, on peut rentrer dans les détails, mais c'est très, ça, c'est de la science, hein. En fait, il y a des scientifiques qui étudient très bien le fonctionnement des sols, le fonctionnement des plantes, les corrélations, etc. Et du coup, lorsqu'on a ces connaissances-là, on se dit, ben oui, on commence à avoir une direction, on se dit, ben on va aller un peu dans une autre direction que, voilà, ce qui se fait d'habitude, quoi. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans ton approche, c'est que dans ton discours, t'as plutôt axé sur le faire, regarder les résultats que ça t'apporte, et c'est les résultats que ça t'apporte qui feront un peu la com de ta technique. Euh, donc peut-être que pour convaincre les gens autour de soi de limiter le travail du sol, de venir travailler des paillages, du broyat, de faire une rotation du repos de ton sol. Peut-être que c'est en leur montrant des beaux légumes, des beaux produits, une belle diversité dans ce qu'on arrive à produire, qu'on arrivera à les convaincre, plutôt qu'en leur disant non, tu fais de la merde, faut surtout pas faire ça, mais sans avoir forcément quelque chose de concret à leur montrer, quoi. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que souvent, ça fonctionne. En fait, si on a un modèle à présenter, on n'a plus besoin on a plus besoin de mots, quoi. On n'a plus besoin de discuter, de le défendre, parce que les gens le voient, ça fonctionne. Donc en fait, c'est simple. Si on veut essayer de convaincre des gens qui ne sont pas convaincus, justement, eh ben, montrons-leur que ça fonctionne. Voilà. C'est simple. Donc comme tu dis, moi je pars souvent dans, dans l'expérimentation. C'est-à-dire que lorsque on peut lire des choses dans les bouquins sur la permaculture, on peut voir des vidéos, comme j'en ai parlé avec Damien Descartes, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que à chaque lieu, chaque terrain, il y a des caractéristiques différentes. C'est-à-dire que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau de la terre, que ce soit au niveau, je sais pas moi, de la faune et flore déjà présente, etc. Et du coup, en fait, il va y avoir des petites fluctuations au niveau des approches. Et ça, en fait, on pourra s'en rendre compte d'une efficacité qu'après quelques années. C'est en expérimentant, c'est-à-dire en essayant cette technique plutôt qu'une autre, etc. Donc ça c'est ce que moi je promeus, c'est quand je dis aux gens, par exemple, de commencer un potager, essayez différentes choses et voyez ce qui fonctionne le mieux, car il n'y a pas une réponse à des questions. Ça n'existe pas, il y a plusieurs réponses. Donc voilà. Est-ce qu'on serait pas un petit peu aussi coincé par l'urgence? Je dirais qu'il faudrait transformer énormément de choses. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Est-ce qu'on a le temps de convaincre? Est-ce qu'en fait la meilleure des choses ce serait pas de faire un peu comme toi, d'expérimenter, de s'approprier, d'étudier un terrain, de regarder comment la nature fonctionne autour de toi, et puis de se lancer. Sans forcément tout de suite en attendre énormément, mais en cherchant à contrer cette urgence par l'action, en fait. Ouais, moi c'est ce que je pense aussi, c'est que moi j'ai arrêté de trop parler et en fait je me suis dit que finalement, c'est ce que je disais avant, c'est que la meilleure façon de convaincre c'est de prouver, de montrer par l'action que ça fonctionne. Et du coup aujourd'hui moi je fais pas forcément de pub de ce que je fais, etc. ou autre, c'est que on va sur le terrain, on observe, ça fonctionne pas, pourquoi? Voilà, donc c'est vrai que par rapport à l'urgence, ben on peut se dire peut-être que c'est pas assez rapide, etc. Mais pour moi, de mon expérience, c'est la meilleure façon de convaincre les gens. Mais de façon concrète, toi, t'as aussi créé ton entreprise pour pouvoir accompagner les gens dans ces démarches-là. Donc tu peux tirer une petite rémunération en échange de ton travail, mais t'as ton retour d'expérience et tes compétences devraient être valorisées aussi de cette façon-là. Est-ce que tu vas continuer cette activité, même parce que tu envisages de quitter la commune de Wangen où tu es actuellement pour trouver un endroit, t'en parlais tout à l'heure.
est-ce que tu vas continuer cette activité? Est-ce que tu vas la développer dans le futur? Et qu'est-ce qui pourrait t'aider à développer cette activité? Alors, cette activité, comme tu dis, c'est quelque chose qui est allé un peu contre mon gré. J'ai été un peu obligé de le faire ça. Pour vous faire rapidement, en fait, ce qu'il y a, c'est que toutes mes activités auparavant, c'était du bénévolat. C'est que j'ai jamais été rémunéré pour avoir créé le collectif, j'ai jamais été rémunéré pour d'autres sortes d'actions. C'était que du bénévolat et j'étais très fier de ça et j'ai toujours voulu continuer, je veux toujours continuer à faire du bénévolat, donner de mon temps, voilà. Par contre, la société aujourd'hui fait que, ben voilà, ne pas travailler, c'est problématique. Donc en fait, j'ai été amené à créer cette micro-entreprise où en fait je fais du conseil et de la formation en permaculture pour les particuliers ou pour les écoles aussi d'ailleurs, pour les écoles, pour les entreprises ou autres. Et en fait, ça c'est quelque chose qui m'anime pas mal parce qu'en fait, je peux du coup partager mon point de vue, ma vision de la vie et montrer des choses qui fonctionnent, des choses différentes, des alternatives. Donc ça m'anime beaucoup. Après, par rapport à mon projet personnel, je pense que ça peut être fait en parallèle. Ça va pas me bloquer parce que comme je suis à mon compte, c'est quelque chose où ça peut bouger, j'ai des dates de formation, etc. Donc c'est assez, je suis assez ouvert là-dessus. Justement, je veux pas que mon activité professionnelle puisse impacter mon projet initial qui est l'autonomie, quoi. Ok. Voilà. Donc idéalement, là pour la suite, tu aimerais trouver un secteur où t'installer. Tu aimerais pouvoir devenir le plus autonome possible grâce à ton travail et proposer à côté des formations, de l'accompagnement en perma. Donc la suite, qu'est-ce qui se passe pour toi si tu quittes le collectif, tu quittes la commune de Wangen, donc qu'est-ce que ça va devenir? D'accord, ouais, bah ça c'est toujours la question. C'est que moi, lorsque j'ai créé en fait ce collectif, en fait, j'ai toujours pensé au après parce que je savais très bien que ça allait être pendant un temps. Mais ce qu'il y a, c'est que comme en permaculture, on essaie toujours de penser à la suite. C'est que c'est jamais du court terme, c'est plutôt du long terme. Donc en fait, la façon dont on approche le collectif aujourd'hui avec les autres membres, c'est qu'on essaye de faire quelque chose qui est chacun a une petite tâche, on va dire, et du coup, ça permet à tout le monde d'avoir une certaine responsabilité dans le collectif. Moi, ma responsabilité aujourd'hui, en fait, c'est encore un peu de chapeauter le projet, de mettre en place les actions. Donc, qu'est-ce que ça va devenir plus tard? Moi, je pense que ça va continuer, mais ça sera peut-être différent. C'est qu'il y aura d'autres personnes du collectif qui se mettront en avant et qui ont des idées, qui ont déjà des idées aujourd'hui et qui veulent les développer, et ça se fait. Mais voilà, donc moi je pense que ça va se faire, ça va continuer, ça c'est certain, mais peut-être de façon différente. C'est-à-dire qu'on développera peut-être un peu moins, on ira peut-être moins sur d'autres projets, mais on continuera à faire en sorte que nos potagers, nos jardins se perdurent, quoi. Ok, ouais, donc peut-être que ça essaime que dans le temps, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à... On le voit aujourd'hui, hein, il y a de plus en plus d'adhérents, en fait, finalement. Il y a d'autres gens, même pas que du village, et des gens d'autres villages d'ailleurs. Et c'est assez motivant, quoi, de voir que finalement, ça touche pas que des gens de la commune. Et voilà, donc je pense que, en plus, oui, j'en ai pas parlé, mais moi, j'ai été approché par d'autres mairies, hein, d'autres communes, des maires de villages ou des conseillers qui veulent aussi développer des jardins partagés dans les villages. Et du coup, ça fait des petits. Et donc, même si ce projet-là, il se développe pas autant qu'il s'était prévu, mais au moins, on sait que ça aura fait des petits ailleurs, quoi. Donc, c'est toujours positif, quoi qu'il se passe. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup à l'aspect économique, même si on cherche à être dans des alternatives. On est tous pris par des réalités qui sont celles d'avoir un peu d'argent qui rentre pour payer certaines factures de l'outillage, même avoir un téléphone, faut payer un abonnement. Quand tu es démarché, est-ce que les gens sont prêts à te rémunérer pour tes compétences et pour ton travail? Parce que c'est toute la question quand on est... Alors ça dépend à quel titre. Par rapport à mon entreprise ou par rapport à... Ouais, par rapport à l'entreprise. Ah, ok. Parce que... alors là, oui, en fait,
moi, je m'en suis rendu compte parce que j'étais un peu sorti du système qui était de travailler, gagner de l'argent, etc. Parce que pendant des années, en fait, j'ai fait du bénévolat et je voyageais à bas coût, on va dire. Donc, Mhm. j'étais plus dans ce système-là. Mais une fois que maintenant j'y suis un peu retourné, je vois qu'en fait, les gens sont prêts à mettre une certaine somme pour, euh, pour acquérir des connaissances, pour acquérir de l'expérience d'une personne justement, qui a déjà de l'expérience. Et du coup, oui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut vivre de ça. Moi, aujourd'hui, mon activité, je la développe pas énormément. Je pourrais faire plus de communication, la développer beaucoup plus, etc. Mais finalement, oui, je pense qu'on peut vivre de ce travail, aucun problème, quoi. Ça, c'est sûr. Et ouais. Ok. Parce que la semaine dernière, j'ai un copain qui est passé me voir, qui m'a emmené des produits de la ferme qui viennent d'un copain à lui, qui lui il est autonome. Alors il est vers dans le secteur de Phalsbourg. Donc Mhm. c'est en Lorraine, c'est de l'autre côté des Vosges. Et il est arrivé avec plein de choses. Et je lui dis, mais en fait, il est vraiment autonome, ton pote. Il me dit, écoute, ouais, il fait pousser tous ses légumes, il fait tous ses trucs lui-même, il a un énorme jardin. Et je dis, mais il a quel âge? Et en fait, il a 65 ans. Donc ça Ok. fait 30 ans que le mec, Ouais. il développe son terrain. En fait, ça fait 30 ans qu'il est posé là-bas. Et donc il a mis 30 ans quasiment à atteindre l'autonomie. Mais bon, il nourrit sa famille, il Ouais. fait tous ses légumes lui-même. Super. Après, on voit bien qu'on a besoin d'expérience, de temps. Peut-être il s'est trompé plusieurs fois de chemin, il est revenu en arrière, il a dû réessayer, etc. Donc, on voit que ça se fait. Pour moi, l'autonomie, ça se fait pas tout seul déjà. J'en ai pas parlé. Pour moi, l'autonomie, Mhm, c'est pas l'autarcie, par exemple. Pour moi, l'autonomie, mhm, moi, quand je parle d'autonomie, c'est une autonomie collective. mhm. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait très bien trouver un terrain et vivre un peu près des bois, etc., un peu en dehors d'un village. Mais pour moi, il faudrait être toujours connecté avec des habitants de village pour pouvoir développer, en fait, échanger, développer en fait sa façon de penser, etc. Voilà. Et si on ne fait pas ça, je pense que ça ralentit le projet. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé aussi de mettre en place aussi au village, c'est-à-dire essayer de développer, c'est déjà un collectif, mais aussi de développer, comment dire, une vision collective de partage des choses. Complémentaire, une complémentarité peut-être aussi. Ouais, aussi, ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Dans le village. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça, mais pour moi, l'autonomie, ça se fait pas tout seul, ouais, ça c'est clair. Ouais, donc ça, c'est ce qui va distinguer l'approche collapsologique des Mhm. choses. Ça sera justement une autonomie collective. L'autarcie, c'est ce qui va distinguer des survivalistes, Mhm. ceux qui vont dire C'est voilà, ça, ouais. tout va s'effondrer, c'est le bordel, on va se bunkériser, j'ai mon Mhm. jardin en perma, j'ai mon panneau solaire et personne va venir m'emmerder au cas où j'ai mon fusil. Mhm. Et c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on perd, on a tendance à perdre de vue quand on vise l'autonomie et quand on est dans une démarche comme ça de créer des collectifs, c'est d'atteindre la résilience. Donc c'est d'avoir cette capacité à encaisser des chocs et à être complémentaires et à être solidaires les uns les autres. Mhm. Et donc c'est important que les auditeurs ou que les personnes qui se penchent sur ce sujet-là aient bien ça en tête quand on parle d'autonomie. Il faut que ce soit au niveau sémantique, il faut que ce soit très clair. C'est une autonomie qui va s'inscrire dans un petit collectif ou sur une commune, dans un secteur. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Par exemple, pour moi, les communes ou les petits villages, ou rien que les villages, à l'époque, ils étaient autonomes, ils étaient résilients. Il y avait tout. Il y avait une rivière qui passait dans le village, il y avait un moulin, il y avait tout. Donc en Mhm. fait, déjà, pour moi, un village, c'est déjà, si on pouvait restaurer les villages comme ils se faisaient à l'époque, ou avec des petits commerces locaux, etc., avec des échanges qui se font, là, on arrive sur une autonomie collective. Là, on est sur le bon chemin. Mais ça, c'est une autonomie qu'on arrivait à atteindre sans pétrole. Mhm. Maintenant qu'on a tous les outils technologiques, qu'on a tous les retours d'expérience, qu'on a toute cette énergie qu'on utilise dans tous les sens, atteindre l'autonomie, c'est aussi, et la permaculture, je pense que c'est dans la même philosophie, c'est de se passer le plus possible d'intrants extérieurs et de pétrole. Et comment expliquer aux gens qu'on peut quand même créer de la richesse, protéger le vivant, en se passant progressivement de plus en plus du pétrole. Ah ouais, bah Ouais. ça c'est sûr, c'est la question quoi. C'est comment convaincre ces personnes qui vivent dans un monde qui est un peu c'est une illusion quoi. C'est qu'en fait ces énergies-là, et ben un jour on n'en aura plus, donc comment on fait?
Donc c'est pour ça que moi je rebondis là-dessus en disant que dans la nature, finalement, il n'existe pas de déchets. Il y a seulement les humains qui créent du déchet parce que en fait on sort on sort des matériaux de leur cycle naturel et du coup si on parle du pétrole par exemple, un dérivé du pétrole qui est le plastique, du coup si on met du plastique dans la nature, il se dégrade pas. Pourquoi? Parce qu'en fait on l'a fait sortir de son cycle naturel, etc. Et donc en fait aujourd'hui l'idée c'est de essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets. Déjà faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets, ça permet déjà d'avoir une énorme résilience. Parce qu'en fait, tout est réutilisable. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur quelque chose qui est durable. Et c'est ça qu'on oublie aujourd'hui. C'est quand même une commune. En fait, pour moi, les communes, elles devraient viser comme tu parlais d'avant, de résilience et d'avoir des projets au long terme, quelque chose de durable, quoi. Une eau propre, un air pur, des terres qui soient pas abîmées, des terres fertiles, des arbres partout. Voilà, ça c'est un objectif. Ça serait un objectif de vie, quoi. Ouais, mais après c'est un objectif de société. On sera pas tous d'accord pour cette société-là. Après, je dirais que dans les milieux de la transition, les écolos plus ou moins radicaux, c'est ça qu'on vise en fait. C'est une autonomisation des communes ou des petits territoires ou des biorégions. Sur leur propre capacité à se suffire au niveau du bois, de l'eau, des sols, de la production alimentaire, de l'énergie, etc. Maintenant, est-ce que c'est politique de faire de la permaculture? Ça c'est aussi une question, ça, que c'est vrai que moi je pense que ça l'est forcément parce que la permaculture, qu'est-ce que c'est en fait? C'est pas juste une technique de jardinage ou autre, c'est un mode de vie. Donc déjà, si c'est un mode de vie, c'est déjà une autre réflexion, une alternative au mode de vie actuel que tout le monde a. Et donc déjà, en fait, faire de la permaculture, comme on dit, c'est déjà faire de la politique, parce que c'est déjà essayer de trouver des alternatives au mode de vie actuel. Voilà. Donc, non, parce qu'il y a un dicton qui dit alors on peut pas faire d'écologie sans faire de la lutte des classes, sinon c'est du jardinage. Ouais, oui, ouais. Non, parce que pour rebondir là-dessus, je sais que moi j'ai croisé Jules en manif. Alors la dernière, c'était contre le pass sanitaire. On est allé en bus ensemble. Mais je sais que sur d'autres terrains de lutte, t'étais assez, en tout cas, t'étais présent, tu suivais ce qui se passe avec les gilets jaunes, peut-être loi travail. Non, t'étais pas là pour la loi travail. Pour moi, ça a un sens, tout ça, tout est lié. On parlait de liaisons qui se faisaient dans l'environnement, etc. Là, c'est pareil. En fait, ce qu'il y a, c'est que tous les problèmes sociaux, finalement, sont des problèmes qui deviennent environnementaux et vice versa. Donc, en fait, c'est pas juste essayer de défendre son lopin de terre parce qu'on détruit les vers de terre. Ça va plus loin, quoi. Ouais. Tu vois, c'est voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui se revendiquent des gilets jaunes ou qui sont dans des luttes, que ce soit contre ce gouvernement, contre le pass sanitaire, etc., commencez à planter vos légumes, plantez vos salades, plantez des arbres, et vous allez voir qu'en fait la lutte elle commence là aussi. C'est une bonne façon d'envoyer un pied de nez à ceux qui disent qu'on peut pas changer les choses. Je pense que c'est un bon moyen de commencer. Après, évidemment, ça a ses limites, comme toute pratique individuelle a des limites. Mais la question de l'autonomie, comme on l'a mise en relief avec le collectif, parce que c'est là où c'est très important, c'est de pas de se penser qu'à sa gueule, c'est de se dire à plusieurs, on va être plus fort, on va pouvoir faire des choses plus intéressantes, faire de l'échange de graines, des stocks de graines, des échanges de plants, etc. Et donc s'il y a un conseil, peut-être quelque chose à laisser sur cet échange d'aujourd'hui, c'est de dire planter en fait. Ouais, je peux aussi finir là-dessus, hein. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit, pratiquement tous les jours, je me dis, pratiquement tous les jours, faut que je plante quelque chose. Ça, c'est un peu ce que je me suis dit. Je le fais pas tous les jours, c'est sûr. Il y a des jours où j'en plante plus, donc ça peut-être que ça fait au moins un arbre par jour, peut-être. Mais c'est vrai que ça fait sa différence, quoi, parce que on pourrait très bien se dire, on laisse faire, la nature, elle sait faire toute seule, ça c'est clair. Sauf qu'en fait, avec nos connaissances, l'humain, on a compris qu'on peut accélérer ça. Et donc, on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc, faisons-le, quoi. Aborder encore un petit sujet, c'est la lutte contre, parce que attention, faire pousser des légumes, il faut quand même se défendre contre les limaces ou d'autres ravageurs.
Et donc ça me permet peut-être de rebondir sur ton point de vue sur, je sais pas, sur la chasse, sur l'élevage, etc. Mais comment tu fais pour te défendre des limaces au jardin? Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on a toujours quelque chose à défendre finalement. Donc, donc les limaces, les ravageurs, eh ben, nous, ce qu'il y a, c'est que ça part toujours, comme j'ai dit auparavant, ça part toujours de l'observation. C'est-à-dire que, en fait, on va essayer de s'intéresser au mode de vie de ces animaux-là. Pourquoi ils viennent manger nos légumes? Quel est leur pourquoi déjà? Peut-être parce qu'ils n'ont pas de nourriture ailleurs. Ouais. Ça peut être une réponse. Mm. Et donc, en fait, pourquoi pas leur faire planter des choses pour les nourrir, qui du coup les détourner de nos plans. Donc ça, c'est une stratégie. Mais bon, je vais pas rentrer dans toutes les stratégies, c'est une des stratégies. Alors, nourrir les limaces, alors, on plante des salades exprès pour nourrir les limaces, en bordure pour protéger ce qu'il pourrait y avoir au milieu. Mais donc, si on nourrit les limaces, elles vont être plus nombreuses, donc elles vont revenir encore plus nombreuses pour attaquer les autres cultures. Alors, non, après, je sais pas, c'est une question comme ça. Hein, il y a une logique, et c'est vrai que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la façon dont on cultive en permaculture, où on met du paillage, où on nourrit les limaces, etc. Et ben, si on parle que des limaces, du coup, elles prolifèrent. Donc, il y a une prolifération des limaces. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans la nature, en fait, lorsqu'il y a une prolifération d'animaux ou d'autres, en fait, il y a une régulation qui se fait. En fait, dans la nature, il y a toujours une régulation qui se fait. Et un équilibre, on parle d'équilibre. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'il y a beaucoup de limaces, de gastéropodes, en fait, en parallèle, il y a une augmentation des prédateurs des limaces. Donc ça, c'est... Donc les hérissons et certains oiseaux. Ça peut être des hérissons, ça peut être des orvets, ça peut être des carabes, ça peut être certains oiseaux. Des orvets aussi. Ouais. Voilà, donc en fait, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire qu'il faut d'abord une grande population. Par exemple, aussi, on parle de ravageurs. On peut aussi parler des campagnols qui font des ravages dans ces petits mulots ou ces petites souris ou rats dans des champs. Pareil, surpopulation, une première année. Et en fait, on voit qu'au fur et à mesure des années, eh ben, on a une population croissante des prédateurs de ces campagnols qui viennent. Et en fait, finalement, il y a un équilibre qui se crée. Et en fait, ça fonctionne comme ça par vague. Donc, il faut qu'il y ait une surpopulation de proies pour qu'il y ait une surpopulation de prédateurs qui viennent après. Ouais, j'ai entendu un écologue parler de ça, mais je me rappelle plus qui c'était. Peut-être Hervé Covès, je sais pas, peut-être. Mais il y en a beaucoup qui parlent de ça. Et ça, c'est la vision holistique de la gestion des limaces ou de la gestion des ravageurs dans le jardin. Alors ça peut être un peu frustrant parce que des fois la première année on se fait tout manger parce qu'il y en a trop des limaces, ça c'est sûr. Donc c'est très frustrant. Donc on se dit ah mince, ça marche pas ce que je fais, la permaculture ça marche pas. Mais en fait si on tient bon, si on observe, si on étudie, si on expérimente autre chose ailleurs, si on essaie voilà, et ben on se rend compte que ça fonctionne et on peut y aller vers ça quoi. Donc voilà. Et par rapport à la chasse, donc tu faisais aussi le lien, le parallèle avec la chasse. Bah oui, parce que on va dire, on nous dit que ça sert à réguler les espèces. Alors après, faut voir qu'est-ce qu'on chasse et pourquoi. Hein. Mais donc la chasse, on va pas dire est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre. On va essayer de nuancer un peu là-dedans. La chasse, toi, tu pratiques pas la chasse, voilà, tu manges pas de viande. Mais bon, on côtoie des chasseurs, on voit que des fois ils nous ferment les chemins pour aller se balader en forêt parce qu'il y a la chasse. Mais est-ce qu'on peut faire cohabiter la chasse avec la permaculture et les auxiliaires du jardin? Alors ça c'est un autre sujet et je pense qu'il va même plus loin que ça parce que c'est aussi politique et les chasseurs c'est aussi un grand lobby en France, etc. Donc ça va plus loin. Mais pour ce qui est, si on prend des chasseurs que pour ce qui est de la régulation, c'est-à-dire s'il y a trop de gibier, etc. Donc si on parle que de la régulation, pour moi, en fait, les chasseurs, du coup, il y a moins de sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, l'humain, on ne sommes pas forcément les prédateurs principaux du gibier. On pourrait dire oui, mais on mange de la viande et on pourrait en manger, enfin on pourrait les chasser, et du coup ça régulerait à une certaine sorte. C'est vrai, on pourrait réguler pour nous nourrir, mais aujourd'hui les chasseurs, lorsqu'ils chassent, ce n'est pas pour se nourrir, eux, c'est souvent pour essayer de réguler, comme ils disent. Mais finalement, ce qui fonctionne le mieux comme régulateur, on va dire, ce sont les principaux prédateurs de ces animaux-là. Donc en fait, si on avait encore en fait des loups par exemple ou des lynx ou autres par exemple dans les Vosges ou des ours, on aurait du coup moins de gibier. Il y a aussi pourquoi on a trop de gibier aujourd'hui, c'est aussi lié à notre façon de cultiver
nos forêts. Aujourd'hui, on cultive nos forêts. Mhm. Et on les cultive comme on fait des monocultures de maïs, par exemple, dans nos champs. Et ça, c'est un problème parce que ça crée une surpopulation de gibier. Et du coup, trop de gibier, trop de dégâts du coup chez les agriculteurs et du coup, les chasseurs qui doivent réguler. Donc voilà, c'est là-dedans, tout un engrenage. Et pour sortir de ça, je pense que la réponse, ça serait que, on puisse faire en sorte qu'il y ait un espace pour la vie sauvage et que les prédateurs naturels puissent se développer. Mhm. Ouais, c'est une approche raisonnable. Excuse-moi, mais c'est ce qu'on fait dans nos jardins. Dans nos jardins, par exemple, on a toujours des zones sauvages. C'est-à-dire qu'on a des zones où on cultive, mais on garde une zone sauvage où on souhaite les prédateurs, par exemple les hérissons, les carabes, les orvets, comme je disais, de nos ravageurs, puissent se développer. Donc on pense à ça aussi. Et pourquoi on n'aurait pas ça dans nos forêts? Des zones comme ça, protégées, où il n'y a pas de chasse, voilà, autre. Mhm. Mais justement qu'est-ce qui va favoriser les hérissons, c'est d'avoir des petites sèches, des buissons, des taillis, quoi, hein, c'est ça? Par exemple. Donc il faut qu'il y ait un habitat, donc il faut qu'il y ait, comme tu dis, tous ces des petites niches écologiques, mais il faut aussi qu'ils aient de la nourriture. Mhm. Et donc pour qu'ils aient de la nourriture, il faut qu'il y ait des limaces dans ton jardin. Donc c'est ça aussi qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui on essaie d'aseptiser tous nos jardins, on essaie qu'ils soient propres comme on dit, on enlève tout, etc. Et donc il n'y a plus de nourriture pour nos prédateurs, et même pour nos oiseaux, on a de moins en moins d'insectes. Et du coup c'est un problème, tout ça c'est toutes des chaînes alimentaires et des gros problèmes. Et du coup il faut finalement cultiver les limaces pour créer une biodiversité et un équilibre. Si on n'a pas ça, si on manque ça, on aura toujours un déséquilibre, on aura toujours chaque année en fait des surpopulations qui viennent, quoi. Voilà. Ok. Tu voulais encore aborder quelque chose? Pour moi c'est pas mal, on a fait le tour. L'archipel du vivant est un projet bénévole. Il a besoin de votre soutien pour continuer à exister. Vous pouvez choisir de le soutenir, comme moi, en rejoignant la plateforme Tipeee. tipeee.com/archipel-du-6 vivant. N'hésitez pas à consulter leur site internet qui regorge de ressources et d'astuces pour améliorer votre autonomie et votre résilience.